Pour que nature vive. Pour que nature Pour que vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Donc les oiseaux sont des dinosaures, donc les dinosaures n'ont pas disparu. Un néandertalien d'il y a 50 000 ans, un homme de Cro-Magnon ou tout le monde, aujourd'hui sur Terre, on a le même ordre de capacité intellectuelle. À partir du moment où on bascule dans le néolithique, la richesse matérielle va prendre beaucoup d'importance. Les sons du vivant ont un effet positif sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'il existe des résidus de pesticides dans la plupart des captages d'eau potable qu'on n'arrivera pas à enlever. La biodiversité, c'est un enrichissement pour les citadins qui habitent la ville. C'est les 3/4 de la masse vivante des insectes qui a disparu en l'espace d'une trentaine d'années. Voilà, c'est le vivant comme une solution et les mécanismes écologiques comme des moyens d'action. Ressusciter les cerveaux préhistoriques avec Antoine Balzo. Le cerveau humain fascine autant qu'il interroge. En quoi est-il vraiment singulier ? Comment a-t-il évolué avec le temps ? Pour le savoir, il nous faut percer les mystères des cerveaux de nos ancêtres préhistoriques. Notre invité, Antoine Balzo, a décidé de relever cet incroyable défi. Paléoanthropologue et chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, il veut ressusciter les cerveaux de nos lointains cousins. Bonjour. Bonjour. Alors, nos ancêtres nous ont laissé de nombreuses traces, des ossements, des outils, des peintures sur les parois des grottes. Mais il y a un grand absent qui est le cerveau. Parce que contrairement aux os, le tissu cérébral ne se fossilise pas. Alors, expliquez-nous par quelle magie vous étudiez les cerveaux de nos ancêtres sans jamais y avoir accès. C'est en effet quelque part un petit peu de magie. On fait parler jusqu'au bout les spécimens fossiles qu'on trouve. On a des morceaux de crâne, plus ou moins complets, parfois des spécimens très bien conservés. Et en fait, à l'intérieur, il reste des petites marques en lien avec le cerveau. En fait, le cerveau et le crâne se développent ensemble pendant notre croissance, grandissent tous les deux, sont imbriqués l'un sur l'autre, et ainsi, l'un et l'autre s'influencent. Et ça va laisser des empreintes qu'il va falloir ensuite lire, des empreintes liées à tout le système veineux qui est autour, au fluide qui est autour aussi, mais aussi à la forme du cerveau, des reliefs, les creux que l'on trouve sur le cerveau vont s'imbriquer avec l'os et laisser des petites marques qu'on va modeler en 3D ensuite et pouvoir étudier comme ça la forme du cerveau. Ça, c'est ce qu'on appelle un endocrâne. Pourquoi est-ce que les descriptions anciennes que l'on avait, elles posaient problème ? L'endocrâne, en fait, c'est le moulage interne du crâne. C'est endo, crâne, à l'intérieur. Donc, on moule cet intérieur, cette surface interne, on observe des caractères. La difficulté ensuite, c'est de faire le lien avec le vrai cerveau. Parce qu'évidemment, on n'a plus de traces du vrai cerveau, on a juste ces empreintes-là. Jusque-là, pour essayer de l'interpréter, on se basait sur des référentiels, ce dont on dispose. Et ce qu'on a facilement sous la main, c'est un cerveau humain ou des publications avec des atlas très complets faits sur des milliers d'individus qui nous donnent une forme moyenne de cerveau. Dans les deux cas, il y a un biais. Un seul cerveau qu'on pourrait observer, c'est juste un individu. Il y a une grande variabilité. Et puis en plus, en général, un cerveau, il est conservé dans de l'alcool ou il a été modelé, il est en plastique, donc ça ne reflète pas exactement la forme du cerveau. Un atlas moyen constitué sur des milliers d'individus, ça montre un ensemble d'informations, mais justement c'est une moyenne. Donc les différentes marques du cerveau, les sillons, sont les creux qu'on trouve entre les gyrus, les formes en relief du cerveau, sont droites, rectilignes, parce que c'est une moyenne sur des milliers d'individus, donc ça simplifie énormément la forme du cerveau. Donc si on prend ces deux proxys pour étudier notre endocrâne, on va avoir tendance à essayer de positionner ces marques et de les simplifier dans notre esprit, de les lire et donc potentiellement de se tromper. En tout cas, c'est tout ce qu'on avait jusque-là, on faisait avec, sans savoir si on avait vraiment juste ou pas. Et alors, justement, pour tester cette correspondance endocrâne-cerveau, vous avez mené une étude avec 75 volontaires. On pourrait dire que vous êtes parti de nos cerveaux actuels pour essayer de mieux comprendre ceux du passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce protocole un peu inédit ? On n'avait pas le choix en fait. Si on veut essayer d'améliorer notre capacité de reconnaissance,
On peut espérer un jour trouver un cerveau préhistorique complètement congelé. C'est peu probable et autant essayer d'aller plus directement et de trouver une manière scientifique de l'approcher. Couper la tête de plein de volontaires pour récupérer leur cerveau et voir l'intérieur, c'était difficilement réalisable. Donc on est parti sur quelque chose de moins ambitieux, mais de faisable. Utiliser l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, ce qui nous a permis d'avoir des images en 3D à très haute résolution du cerveau de nos volontaires, et puis aussi en même temps des images du crâne. On a utilisé ça pour avoir à la fois sur les mêmes volontaires le cerveau et l'empreinte interne du crâne, l'endocrâne, et donc pour la première fois avoir un lien direct qui nous permettait d'essayer de tester cette relation entre le cerveau et l'endocrâne. Vous avez d'ailleurs essayé, en convoquant 14 spécialistes qui devaient donc lire un endocrâne, des personnes qui ont l'habitude de faire cet exercice, vous leur avez fait passer une sorte de test. Qu'est-ce que vous en avez tiré ? Alors, dans les faits, la recherche, ça prend du temps. C'est un petit peu long. Donc, le temps d'acquérir toutes les données d'imagerie sur tous les volontaires, ça nous a pris plus de 2 ans. Néanmoins, dès le début, après le premier volontaire, on s'est dit qu'on disposait là d'un matériel qui était unique. Pour la première fois, on avait pour un individu le lien entre les deux et la possibilité d'essayer de réfléchir à comment tester notre travail habituel. Donc j'ai écrit à tous les chercheurs sur Terre qui travaillent sur l'évolution du cerveau. Alors tout, ça paraît ambitieux, en fait on est quelques dizaines, ça va relativement vite. Tous ne m'ont pas répondu. Et en fait au final on est 14, dont moi, à avoir accepté de participer. L'idée c'était que chacun allait prendre cet endocrâne-là, allait marquer dessus ce qu'il décrit d'habitude sur les endocrânes, les empreintes qu'on relie habituellement au cerveau, et puis on ferait un test a posteriori, puisqu'on avait la vraie clé de lecture pour vérifier. On a tous joué le jeu, et il est apparu que, globalement, il y avait du positif. Ce qu'on marquait correspondait bien à des empreintes, en effet, liées au cerveau, mais pas toutes. Et puis, les aspects un peu plus négatifs, c'est qu'il y avait une diversité énorme d'empreintes marquées par les chercheurs. On voyait globalement les mêmes emplacements, mais pas le même nombre. On en voyait plus pour certains allaient plus dans le détail. Et puis autre problème, on se trompait beaucoup dans les déterminations que l'on faisait des sillons. Ça nous a montré qu'en gros, on arrivait à bien voir des marques et que c'était vraiment relié au cerveau, mais que assez souvent, il y avait des erreurs dans les noms qu'on donnait et la position qu'on donnait, ce qui finalement démontrait qu'à la fois c'était très compliqué d'arriver à voir ces empreintes-là et de trouver les bons noms, et donc il fallait trouver une solution pour améliorer tout cela. Et donc la solution, vous l'avez trouvée, vous avez établi un nouvel atlas. Parfois, vous le comparez à la pierre de Rosette. On commence enfin à savoir lire les endocrânes maintenant. Est-ce que vous pourrez élaborer un peu là-dessus ? L'intérêt, c'est que là, on a pour 75 individus des données complètement objectives, réelles, précises. On a les cerveaux, on a les endocrânes. Ce qu'on a fait, c'est décrire toutes les marques qu'on voyait sur l'endocrâne et puis sur chacun des endocrânes, vérifier à quoi elles correspondaient. Ce qu'on a observé, c'est qu'un certain nombre correspondait bien à des sillons liés au cerveau et d'autres pas. Ça, c'était une vraie surprise. On ne s'attendait pas à ce que à peu près 25% des marques visibles sur un endocrâne sont en fait des artefacts liés à d'autres structures, à d'autres tissus mous peut-être, à la forme du crâne, on ne sait pas encore, on doit encore explorer ça. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on avait donc pour toutes les autres marques, détermination juste, on savait exactement à quoi correspondaient ces empreintes-là, et donc on a pu avoir une clé de lecture, une pierre de Rosette avec le cerveau et son écriture cérébrale, et puis notre endocrâne avec le parallèle et la position des principaux sillons du cerveau. Une fois que vous avez posé ces nouvelles bases, vous avez pu ressusciter virtuellement certains cerveaux préhistoriques, comme celui du fameux Cro-Magnon 1. Comment avez-vous procédé et qu'est-ce que cette reconstitution elle nous apprend sur nos ancêtres et aussi sur la diversité des cerveaux humains ? En fait, on a utilisé notre clé de lecture, notre atlas du lien cerveau-endocrâne, pour, sur les spécimens fossiles, aller regarder tout le détail des empreintes et mieux les comprendre. Cro-Magnon 1, c'était un choix qui me semblait assez judicieux pour commencer le travail. C'est un fossile important, c'est un des premiers Homo sapiens connus, trouvé au milieu du 19e siècle, qui nous ressemble beaucoup d'un point de vue anatomique, qui est célèbre, qui fait partie des collections du muséum. Plein de bonnes raisons pour commencer par ce fossile-là. Et puis, puisqu'on observait
que certaines de nos déterminations intérieures étaient plutôt fausses, j'avais pas très envie de commencer par des fossiles décrits par d'autres chercheurs, donc j'ai pris un spécimen que moi-même j'avais publié il y a une dizaine d'années, et j'ai ainsi pu montrer que je m'étais complètement trompé sur certains caractères il y a une dizaine d'années. Une erreur marquante, par exemple, c'est la séparation entre les lobes frontaux et les lobes pariétaux. C'est une zone qui est extrêmement importante. Il y a des zones fonctionnelles primordiales pour tout le corps humain, notre manière d'être, les comportements complexes, etc. Donc cette zone-là est vraiment extrêmement importante. Eh bien, on s'est rendu compte, avec notre premier test, avec nos 75 endocranes et en l'impliquant sur Cro-Magnon 1, qu'on positionnait mal ce sillon, cette séparation qu'on appelle le sillon central, qui sépare les lobes frontaux et les lobes pariétaux. On le positionnait régulièrement en avant au niveau de celui qui s'appelle en fait le sillon précentral. Ça paraît être quelque chose de spécialiste, mais en fait c'est fondamental. Ça veut dire qu'il faut décaler toutes les zones qu'on décrivait comme des zones très importantes, qu'on essayait même de mesurer parfois. En fait, c'est plus en arrière. On avait tout faux sur les proportions des lobes chez les humains préhistoriques. L'approche ensuite, ça a été de le reconstituer au-delà de simplement l'interprétation des marques sur endocrâne. Ce qu'on a fait, c'est que, puisqu'on avait le lien entre l'endocrâne et le cerveau sur nos volontaires, un endocrâne qu'on avait redécrit, redétaillé avec précision. Évidemment, on ne voit pas tous les sillons, on n'est pas capable de tous les interpréter, mais on a essayé d'avoir plus de certitude dans le positionnement des principaux, ceux qui définissent les lobes, ceux qui sont importants dans certaines zones fonctionnelles et qu'on voyait bien sur ce spécimen-là. En gros, on essayait de minimiser le risque de se tromper. Et bien sur cette base-là, on a pris un cerveau d'humain actuel, à peu près aux mêmes proportions, mais puisqu'on pouvait déformer et l'endocrâne et le cerveau de l'humain actuel, ça a permis de mettre aux vraies proportions de l'homme de Cro-Magnon un cerveau. Ce qui fait que le cerveau qu'on a reconstitué par cette approche-là, c'était pas le cerveau de l'humain de départ, c'était le même écart qu'il y a entre le cerveau et un endocrâne d'un humain de départ pour faire revivre le cerveau de Cro-Magnon 1, et ça a très bien fonctionné. Et alors, il me semble que vous l'avez même imprimé en 3D, c'est bien vrai ? Oui, parce que le voir en image, c'est parlant, c'est intéressant, mais c'est encore plus chouette de le toucher et plus impressionnant. On voulait le voir en vrai, revenir à la réalité du monde physique, et puis on a poussé même l'expérience en faisant la même chose pour un néandertalien. Le premier qu'on a étudié, c'est La Chapelle au sein. Là aussi, il y avait un choix stratégique par rapport à ce spécimen-là. Une nouvelle fois, il est dans les collections du muséum, donc c'était assez judicieux. Mais en fait, c'était le seul spécimen pour lequel une tentative avait été faite de reconstitution de cerveau au préalable par d'autres chercheurs. Leur approche avait un petit biais malgré tout. Ils avaient pris un cerveau humain actuel qu'ils avaient mis dans la boîte crânienne du néandertalien en le déformant pour que ça rentre et que ça tienne. Et donc forcément, les proportions du cerveau étaient le reflet de celle de l'Homo sapiens de départ. Donc c'était pas très juste. Donc on a reconstitué le cerveau par le même processus. À partir de l'endocrâne, on a pu positionner certains sillons, puis redéformer un cerveau pour qu'il corresponde aux formes du néandertalien. Ça a été beaucoup plus compliqué parce que le cerveau néandertalien a une structure tellement complexe, différente de celle des Homo sapiens, que nos processus mathématiques un peu simples de déformation de manière homogène du cerveau, là, ne fonctionnaient plus. On y a passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir pour avoir le meilleur résultat, et donc on a pu obtenir un cerveau de néandertalien qu'on a mis face physiquement à nouveau au cerveau de Cro-Magnon, et c'est là que ça devient extrêmement parlant, parce qu'on voit les grandes différences entre les cerveaux de ces humanités du passé. Quelle est la prochaine étape alors de recherche à la suite de ces résultats qui montrent une diversité des cerveaux entre les espèces ? Est-ce que c'est de relier la forme à certaines capacités cognitives, c'est ça ? Alors, il y a deux objectifs. Le premier, ça va être de revoir tous les spécimens fossiles qu'on a pu décrire jusque-là et en décrire de nouveau, puisque maintenant, on a un peu plus de certitude dans ce qu'on décrit. Ça va permettre d'être un peu plus précis et puis de revoir ce qu'on pensait connaître de la diversité du cerveau chez les humains préhistoriques. Et puis l'objectif à plus long terme, c'est d'aller au-delà, parce que dans le premier projet, on ne s'est pas contenté de faire des IRM sur des volontaires, ce qui était déjà pas mal. En réalité, on leur en a pas fait faire 2, mais on en a fait faire une 12aine d'IRM différentes pour avoir une image du cerveau,
du crâne, mais aussi de la structure interne du cerveau, les fibres à l'intérieur, la manière dont le cerveau se comporte au repos, tout un ensemble d'acquisitions complémentaires pour avoir de l'imagerie biologique, anatomique et anticiper aussi la possibilité d'extrapoler des données fonctionnelles. Et pour pouvoir faire le lien, on a fait faire aussi de nombreux tests à nos volontaires, des tests de force, de saisie, de rapidité, de précision, avec une main, avec deux mains, tout un ensemble d'informations complexes liées à la latéralité comportementale, et puis des tests aussi de langage et visuel. Tout ça parce que l'on sait que ces grandes capacités-là sont reliées à des asymétries cérébrales chez les humains. On sait qu'il y a une règle d'ensemble qui relie le fait d'avoir un cerveau globalement asymétrique vers l'avant à droite et vers l'arrière à gauche avec le fait d'être droitier. On sait aussi où se positionnent les aires du langage, qui sont majoritairement à gauche vers l'avant des lobes frontaux chez les droitiers. Mais ces grandes lignes n'avaient pas été testées dans le détail. Là, on a toutes les informations pour justement mesurer toutes les correspondances, voir les covariations qu'il y a entre les comportements et les petits détails d'asymétrie cérébrale. Une fois qu'on aura pu faire ça, en regardant les spécimens fossiles, en voyant leurs propres propriétés, particularités anatomiques, on essaiera de faire un lien avec leur capacité comportementale, le fait d'être droitier ou gaucher, ou toute autre implication que ça peut avoir sur le comportement. Une question vient à l'esprit, est-ce que les cerveaux préhistoriques, finalement, ils étaient moins performants que les nôtres? C'est une question extrêmement complexe, qui relève de plein de sujets différents et du niveau de comparaison que l'on fait. On a longtemps imaginé les humains préhistoriques comme des idiots, simplement parce que les premiers préhistoriens, dans la France du 19e puis du 20e siècle, partaient de l'idée qu'il y avait une hiérarchie dans les capacités, que certains humains actuels ou de l'époque étaient meilleurs que d'autres, et évidemment supérieurs aux humains préhistoriques. Une vision biaisée de toute l'histoire de l'humanité. Si on prend toutes les données qu'on a d'un point de vue scientifique, on voit bien qu'au cours de l'évolution humaine, il y a des changements, des étapes importantes dans les comportements des humains préhistoriques. Les outils apparaissent il y a un peu plus de 3 millions d'années, qui sont l'illustration de nouveaux comportements, de nouvelles capacités. Des outils plus complexes apparaissent au cours du temps. Le feu est exploité plus tard. Ensuite, il y a l'art, les sépultures. Donc il y a une tendance générale à l'apparition de nouveaux comportements complexes, c'est indiscutable. Et puis c'est souvent des choses partagées. Par exemple, le feu a été partagé par plusieurs espèces humaines. Néandertal, Sapiens, probablement aussi Homo erectus, ce qui montre bien que ce n'est pas que la taille du cerveau qui va compter, et que des structures très différentes du cerveau vont amener à des réponses qui peuvent être similaires dans le cas de cette capacité à utiliser le feu par exemple. Et si on fait une comparaison entre Homo sapiens et Néandertal, les deux humanités les plus récentes, on se rend compte que les comportements, lorsqu'ils sont contemporains, montrent des capacités absolument du même ordre. Et que finalement, c'était aussi une manière de nous supposer supérieurs à ces humains du passé que d'imaginer qu'ils étaient moins malins. Donc le lien avec la forme du cerveau, il est difficile à faire. On va essayer de poursuivre nos travaux, de comprendre certains liens, au moins statistiques, des corrélations qui existeraient entre l'anatomie et les comportements, mais on ne sera jamais totalement capable d'analyser dans le détail les capacités juste avec la forme du cerveau. Donc vous expliquez que l'intelligence ne se résume pas à la forme du cerveau, mais qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression qu'Homo sapiens a véritablement surpassé les autres humanités ? Alors l'intelligence, c'est un concept qui est complexe. C'est quelque chose que nous, on cherche à définir, mais qui n'est pas si simple à caractériser. Quand on regarde parmi les êtres vivants aujourd'hui, on voit des comportements extrêmement complexes qu'on interprète comme de l'intelligence, mais vus de notre propre vision. Donc il y a des biais dans cet aspect-là. Et c'est la même chose lorsqu'on regarde les humains préhistoriques. On a tendance à sous-évaluer ce qu'ils étaient capables de faire, et puis à l'inverse, se considérer, nous, comme supérieurs. Alors, il y a une réalité indiscutable. On est la seule espèce humaine à
faire de la recherche, à essayer de définir d'un point de vue scientifique des choses extrêmement complexes. Les humains précédents sont certainement intéressés à leur environnement, connaissaient bien la biologie des êtres vivants, avaient vraiment une vision d'ensemble, mais jamais jusque-là on ne s'était à ce point penché sur tous les détails et sur cette recherche de la compréhension du monde. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur à ceux d'avant. Ce qui fait notre force et finalement notre unique originalité aujourd'hui, c'est le fait d'avoir su conserver des connaissances, les accumuler au cours du temps. Je suis convaincu que, à l'échelle individuelle, un néandertalien d'il y a 50 000 ans, un homme de Cro-Magnon ou tout le monde finalement aujourd'hui sur Terre, on a le même ordre de capacité intellectuelle, le même niveau. Ça se voit par les traces archéologiques qu'ils nous ont laissées, par le fait d'enterrer les leurs, par les superbes peintures qu'ils arrivaient à faire à cette époque-là, par leur capacité à faire des outils extrêmement complexes que je ne saurais probablement pas faire, même si on passait tout le temps qu'il faudrait à me l'enseigner. Ils arrivaient à maîtriser des choses vraiment difficiles qui impliquaient de la conceptualisation, de la réflexion, de l'enseignement. Nous, depuis quelques milliers d'années, ce qu'on a su faire, c'est collecter ces données-là, les conserver de plus en plus. Il y a eu l'invention des villes, ensuite l'imprimerie, l'enregistrement informatique des connaissances. Et finalement, c'est vraiment ce cumul des connaissances au cours des siècles et des millénaires qui fait qu'on a accès aujourd'hui à beaucoup d'informations en ayant probablement un cerveau biologiquement qui n'a pas plus de capacité que celui des humains d'il y a quelques dizaines de milliers d'années. Face à ces limites que vous décrivez, et peut-être un certain recul du savoir aujourd'hui ou à l'orée de la crise environnementale, est-ce que cette notion de progrès, elle mériterait d'être réinterrogée ? Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Et si on regarde le détail depuis même 20 ans, on se rend compte qu'on est toujours sur une courbe complètement exponentielle. Le nombre d'informations créées depuis quelques dizaines d'années explose. Tout ce qu'on avait pu faire pendant des milliers d'années sont des volumes colossaux et ça augmente continuellement. Ce qui est terrible, c'est que pour la première fois sur Terre, probablement, l'espérance de vie humaine diminue dans certains pays où pourtant on a toutes ces connaissances, où l'accès à la culture, à la connaissance diminue, soit par des choix politiques radicaux en interdisant aux femmes de suivre des cours, soit dans certains pays en pensant qu'une partie de la culture ne mérite plus d'être enseignée. Et c'est effrayant, c'est la première fois qu'on va diminuer cet accès à la connaissance, alors qu'on n'en a jamais eu autant, qu'on a quand même des conditions extrêmement favorables, et qu'en parallèle, on a connaissance du fait qu'on est face à une crise écologique sans précédent, qui arrive à un rythme effréné, qu'on vit de plus en plus, en attendant finalement juste de conserver nos conditions de vie optimales sans jamais se remettre en question et sans essayer d'améliorer en profondeur ce qui risque d'arriver d'ici très peu. Vous nous avez parlé de cette notion de progrès, ça fait penser au progrès scientifique. Qu'est-ce qui se développe encore dans votre discipline et qui vous rend enthousiaste ? Là, on a réussi vraiment avec ce projet-là à travailler de manière totalement pluridisciplinaire avec des chercheurs en imagerie, en mathématiques, en neurosciences et arriver à prendre le meilleur de chacun des domaines pour aller au-delà et contribuer à tous. Pour nos fossiles, on a pu reconstituer des choses qui étaient inimaginables il y a 5 ans parce que les progrès en mathématiques, en informatique, ont permis de faire des logiciels qui extrapolent beaucoup plus de données. L'intelligence artificielle va aussi nous servir prochainement à mieux lire les sillons, à mieux comprendre les endocrines et les cerveaux. Et en fait, la vraie perspective, c'est que cette connaissance-là qu'on construit ensemble, elle va être bénéfique pour plein d'aspects. Ça va nous permettre de mieux comprendre l'anatomie d'un cerveau néandertalien. C'est chouette, mais finalement, c'est pas le plus utile pour la société aujourd'hui. Mais justement, parce qu'on travaille conjointement, on montre combien les variations de structure du cerveau sont complexes, ancrées profondément. On compare avec des Homo sapiens fossiles, on analyse des milliers d'individus d'aujourd'hui et surtout on analyse toutes les données internes à la boîte crânienne. Les veines
qui irriguent le cerveau en lui-même, le lien avec le crâne, les asymétries, et on étudie aussi les pathologies. Et plusieurs chercheurs d'hôpitaux se sont joints à notre projet et travaillent avec nous parce qu'il y a encore plein de questions complètement ouvertes sur les pathologies, sur la manière dont se forme l'ensemble du crâne, combien certaines maladies causent des AVC. Là, le fait d'analyser tout conjointement, on éclaire ces données-là aussi. On arrive à donner une perspective que n'ont pas le temps d'avoir les chirurgiens quand ils soignent, sauf quelqu'un qui était malade. Là, on apporte une quantité d'informations qui permet de mieux comprendre comment ces maladies se sont formées, se sont structurées et peut-être à terme comment mieux les soigner. Donc c'est un apport qui est important, intéressant et fou finalement quand le point de départ c'était juste d'essayer d'imager le cerveau de Néandertal et qu'au final arriver à apporter des éléments qui vont être utiles pour essayer de soigner des gens. C'est assez formidable et j'espère qu'on va y arriver. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Antoine Balzo, paléoanthropologue et chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Flora Trouillou. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.